Alors nous en étions, je crois, à la thématique du temps dans le film. Oui, la thématique du temps. Vas-y, c'est toi qui à toi l'honneur, c'est toi qui as trouvé ça. Oui, alors la thématique du temps, ce que je disais, c'est simplement que le film commence déjà sur l'image des rouages d'une montre. Et on sait que la vie de Gwen Stacy finit dans une horloge. Oui, la donc boucle est bouclée. On s'est rendu compte, en analysant un petit peu le film, que... Donc qu'est-ce qu'on pouvait retirer de cette thématique? Et moi je me souviens plus. Que tout tournait autour du temps, parce que bon, oui, t'as parlé de la montre, t'as parlé de l'horloge. C'est par rapport au speech de Gwen Stacy, oui. Voilà, qui nous montre que le temps est relatif dans le sens où il y a une précarité d'existence et qu'il faut profiter du temps présent et des personnes que l'on aime dans le temps présent. Et c'est assez en cohérence avec le fait qu'elle ait perdu son père déjà dans le premier épisode. Et moi ce que je voulais dire aussi, c'était en lien avec la mort, c'est que tout le film nous mène de toute façon, beaucoup d'images vont nous conduire à la mort de Gwen Stacy. Comme je dis, pour moi le rouage, l'apparition du fantôme du père, c'est un symbole même du père de Gwen, précise, parce que oui, du père de Peter. Le père de Gwen, non, j'en suis au père de Gwen, j'en suis toujours à Gwen Stacy. Donc, et là, donc le fantôme du père de Gwen, finalement, est ce que j'appellerais une écriture scénaristique basique pour nous montrer que un personnage va mourir, et là c'est exactement Gwen Stacy. Ce que tu disais, c'est assez récurrent dans certains films qui traitent de la mort, justement. Oui, là je suis un peu fatiguée, donc oui, c'est ce que je disais. Tu parlais de Guillermo del Toro. Oui, je disais que chez Guillermo del Toro, c'est assez présent quand on a vu le Labyrinthe de Pan. Le Labyrinthe de Pan, alors ça doit être le Capitaine Vidal, tout tourne autour de l'horlogerie. Jusqu'à sa mort d'ailleurs. Sa mort, il a dans sa main une montre à gousset qui appartenait à son père, qui s'était arrêtée au moment même où son propre père était mort et qu'il avait remise en route. Et lui, jusqu'à vraiment sa mort, il va la conserver dans sa main et elle sera brisée au moment où il va mourir. Et c'est ce que je disais sur tout ce qui est plan fixe au niveau du cinéma. Alors j'avais fait, je fais référence, on va dire, à un film un peu connu de tout le monde, qui est Harry Potter et les reliques de la mort, le 7.2, qui commence concrètement sur une scène où on voit le visage de Severus Rogue. Et là-dessus, quand vous avez une image fixe d'un personnage, vraiment où on appuie à la limite à outrance, vu que ça dure plusieurs secondes, on sait que c'est le personnage qui va mourir. Ça c'est assez souvent, si vous regardez au niveau de la construction des films, souvent quand on sait qu'un personnage, on va savoir qu'un personnage va mourir parce qu'on va avoir une insistance. Alors soit ça va être une insistance sur plusieurs plans, soit sur un élément précis en relation avec le personnage, mais on aura forcément des détails qui vont nous ouvrir les yeux et nous dire attention, là le personnage meurt. Et comme je disais, moi quand j'ai su à peu près le moment où allait mourir Gwen, c'est l'apparition du premier fantôme de son père. Là je me suis dit, ça sent mauvais. Et la confirmation, de toute façon, moi je l'ai eu dans une scène, alors je me souviens toujours pas plus laquelle. Ça doit être Rhino qui passe à travers du fantôme, non? C'est pas ça? C'est Electro qui passe à travers le fantôme. Punaise. Oh, je suis fatiguée. C'est Electro, oui, qui passe à travers le fantôme. D'ailleurs, c'est assez curieux, parce que moi j'aurais plutôt vu le bouffon vert passer à travers le fantôme du père, quoi. Plutôt, parce que c'est pas Electro qui cause la mort de Gwen au final. Oui, mais c'est pas ce qui importe. C'est pas ce qui importe, tu penses. Ce qui importe, c'est le fait d'avoir ce fantôme qui est présent à ce moment-là et que seul Peter peut voir d'ailleurs. Et donc de toute façon, comme je disais, quand on voit, même c'est culturel, hein, c'est propre aux sociétés, quand on voit des morts, c'est jamais une bonne chose. Hein. Quand on voit des fantômes, c'est considéré dans une culture, et qu'elle soit, on va dire, populaire entre guillemets, parce que c'est une culture même presque à la limite d'une civilisation. C'est mauvais signe, et c'est vraiment même, j'aurais tendance à dire, quelque chose qui est comment expliquer concrètement C'est quoi l'idée que tu essaies d'exprimer? Je suis fatiguée. Mais c'est quelque chose qui est extrêmement récurrent, qu'on retrouve partout. Qu'on retrouve souvent dans le cinéma. C'est même un fondement de
notre société, de notre perception des choses, et le cinéma est fondé là-dessus. Sur cette idée que, de toute façon, l'image suggère toujours un discours. C'est vrai que tout ça, ces thématiques du fantôme, de l'horloge, de la mort, c'est vrai que je ne l'avais pas vu. Moi, Gwen, j'ai commencé à sentir le roussi à partir du moment où elle a commencé à dire « je vais partir en Angleterre, on va être séparés ». Je me disais, il y a quelque chose qui cloche, on va avoir droit à quelque chose. Et puis, bon, ils ont poussé le vice jusqu'à fringuer Gwen, Emma Stone, exactement de la même manière qu'est habillée Gwen quand elle meurt en 1973, je ne sais plus le numéro exact, mais un épisode très dramatique. D'ailleurs, il y a un truc, par contre, je renchéris là-dessus, un truc qui me gêne, par contre, dans cet Amazing Spider-Man, c'est que, oui, Gwen meurt, il n'y a pas le deuxième acte de ça. C'est-à-dire, la conséquence, c'est que Spider-Man bute le bouffon vert derrière, enfin, le tue accidentellement. Enfin, non, le tue même pas, c'est le bouffon qui se tue tout seul. C'est ce qu'on voit dans Spider-Man 1. Mais là encore, tu vois, on est toujours dans ce truc, faut pas faire comme Sam Raimi, donc le bouffon vert, en gros, il l'assomme et puis il l'envoie en prison, quoi. Alors qu'il a tué la femme de sa vie, qui en plus, il sait son identité, il peut la dévoiler à n'importe qui, donc du coup, c'est assez... bon, c'est dommage, quoi, mais bon, ça, c'est mon interprétation personnelle, c'est vrai que la scène marche en tant que telle. Et c'est vrai que toute la thématique autour du temps, comment tu vas passer le reste de ton temps, comment tu vas vivre le moment présent, est vécu différemment par les différentes personnes. On a quand même Harry Osborn qui lui est tellement fixé, sur sa mort qu'il en oublie de profiter du moment présent. En plus, on ne sait pas combien de temps il lui reste à vivre. Il est persuadé qu'il va mourir dans la minute qui suit, alors qu'en fait, il a peut-être 1 ou 2 ans devant lui. C'est amplement suffisant, peut-être pour Peter Parker, d'analyser les recherches de son père et de trouver une solution, un remède à son problème, je sais plus le nom de la maladie. Voire peut-être plus, parce que son père lui dit bien dans l'histoire que bon, il a trouvé des remèdes qui ont limité les effets, donc si son père les a trouvés les remèdes, il peut vivre au moins la durée de son père. Les araignées marchent, Spider-Man en est la preuve, il se régénère très vite. Mais je parle quand même du père d'Harry. Il a quand même vécu longtemps. Je veux dire, donc si lui a trouvé des remèdes au moins pour limiter les effets, il peut vivre le bouffon vert. Je pense que c'est pas tellement la peur de mourir qui effraie Harry, quoique, peut-être bien que si, mais ce qui l'effraie plus, c'est le fait de se voir dépérir. Je pense que c'est plus ça qui l'effraie. Et c'est vrai que tu demanderas à des gens, je pense que ce qui les effraie plus, c'est pas tant la mort, c'est la manière dont ils dépérissent. Et je pense que c'est d'où la colère qu'il ressent quand il voit que le sérum d'araignée qui aurait dû le sauver ne le soigne pas. Bien au contraire, il accentue la maladie, ou du moins la fait muter en autre chose, quelque chose d'affreux, d'où le maquillage. Bon, c'est vrai que je me suis énervé tout à l'heure sur le fait qu'il n'y avait pas de... Le bouffon vert n'avait pas de masque en latex ou en quoi que ce soit, et qu'il soit défiguré par rapport à sa maladie. C'est vrai que par rapport au reste de l'histoire, c'est tout à fait cohérent. Mais voilà, quoi. Et chaque personnage vit ça différemment. Peter, lui, vit ça... Peter, lui, croit qu'il est immortel. On est exactement dans ce que dit Gwen dans son petit discours. Lui, il croit qu'il est immortel, il pense qu'il est... Il est un peu crâneur, je trouve, d'ailleurs, Peter, au début du film. Tu le vois arriver pour recevoir son diplôme et qu'il roule une pelle à Gwen devant tout le monde. Voilà, c'est un Peter sûr de lui, peut-être trop sûr de lui, certainement, qui pense qu'il a l'avenir devant lui. Gwen est beaucoup plus pragmatique, elle pense à son avenir. Mais c'est la seule qui a des projets même sur l'avenir. Voilà. Et Peter, il est un peu... il est sûr de lui, mais il est enfermé dans le passé puisqu'il fait encore des recherches sur ses parents. Il est figé dans le temps, c'est la thématique que je disais. Le fait qu'on a l'impression de la mort de Gwen jusqu'au fait qu'il revienne, on a l'impression que le temps est figé. Comme les aiguilles de l'horloge qui sont figées. Oui, et c'est Tante May qui le remet en selle. Et ben c'est un peu pareil, moi j'ai l'impression que les personnages évoluent pas du tout, sauf Gwen qui elle vit sa vie tranquillement. Et on le voit bien, elle a des amis, elle évolue pas du tout. Elle évolue pas. Je suis pas sûr quand même pour Peter, il y a quand même un côté... Bon c'est vrai, il remet... Ouais, c'est vrai que Peter, lui, il vit toujours à ressasser le passé. C'est ce que lui reproche Gwen, d'ailleurs. Oui. C'est ça la cause de leur rupture. Tu remets ça sur le tapis encore et encore. C'est fini entre nous. En gros, elle lui dit,
je n'ai rien à faire avec un mec qui sait pas ce qu'il veut, quoi, qui sait pas se projeter dans l'avenir.